C'est nombreux, je dois dire, c'est sympathique, ça me fait vraiment plaisir. Je vais commencer par les actualités. Vous savez, donc je vais vous parler des petites affaires de Paris et du son. Je ne sais pas s'il est là. S'il est là, voilà. C'est le secrétaire du Sceau. Nous avons à la fois le secrétaire qui monte sa librairie et puis nous avons le président juste au premier rang. Merci, Monsieur le Président. Ensuite, je vais parler un peu d'ufologie, d'astronomie très rapidement, mais par contre, je vais détailler un peu plus l'astronautique parce que je n'en ai pas parlé depuis 3 mois et j'étais en manque, donc c'est mon dada. Alors, c'est parti. Alors, un préliminaire, oui, vous savez que le droit d'image, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, si vous ne voulez pas être filmé, si vous ne voulez pas être photographié, mais déjà filmé, s'il vous plaît, mettez-vous derrière la caméra. Vous avez mon collègue ici qui filme la conférence pour pouvoir la mettre sur YouTube. Ah, s'il vous plaît. Monsieur. 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 Le caméraman a quelque chose à... Oui, là, vous êtes dans le champ. Décalez un petit peu, ça. Décalez un petit peu. Merci beaucoup. Ah, c'est bon. Donc voilà, si vous ne voulez pas être filmé, mettez-vous si vous voulez derrière la caméra. Comme ça, on n'aura pas besoin d'écouter les films et ça sera beaucoup plus simple. Et alors le photographe officiel, M. Gilles Durand, et du Sceau, qui tient la librairie qui est au fond. Pareil, si vous ne voulez pas être photographié, allez le voir. Oui, il faut que je parle plus près du micro. Voilà, ça c'est dit. Le stand du Sceau, j'en ai dit 2 mots, je crois en dire davantage. Oui, ce sont des livres qui sont fruits de legs ou de dons, des livres en surplus, parce que au Sceau, nous archivons, nous recueillons, nous mettons en forme et nous archivons, nous sauvegardons le document ufologique, dont des livres. Et tous les livres en surplus, on les vend, ce qui nous permet de nous financer. L'ufologie passe à la télévision, ça simplement pour dire que récemment, c'était samedi dernier, FR3 Picardie a fait un reportage sur l'ufologie. Une équipe d'enquêteurs indépendants et le Sceau qui sont passés sur le terrain dans l'Oise le matin et l'après-midi à Vincennes dans les locaux du Sceau. Ils ont pris, ça fait des heures de prise de vue, vous savez très bien ce que c'est. Ils vont couper, il ne restera que quelques minutes. Et peut-être même 3 minutes. Oui, voilà. Oui, mais ça c'est ce qu'ils disent, mais c'est que souvent des mensonges ces gens. Ça va être rapide, je pense. On verra bien. En tout cas, c'est sympa quand même qu'une France Télévisions se soit bougée. Et jusqu'ici, c'était toujours des web télé ou des gens moins importants. C'est sympathique quand même. Je vais rester optimiste. Donc en ufologie, c'est juste, je vais vous parler de l'OVNI Kumburgaz en Turquie, et derrière c'est 3 annonces, juste des annonces. Alors l'OVNI Kumburgaz, c'est une petite ville qui se trouve au nord de la mer de Marmara, elle-même étant une petite mer, comme la Manche à peu près, entre la mer Noire et la mer Égée. Donc tout près, Kumburgaz c'est tout près de Constantinople, enfin d'Istanbul. Et il y a un veilleur de nuit, il y a quelques années, c'était en 2006, qui a fait ces photos-là qui sont à gauche, ici, là, ces 2 photos-là. Donc effectivement, c'est très ça fait penser à des ovnis classiques, genre Soukou. Et vous voyez qu'au milieu, là, on avait l'impression qu'il y avait un personnage. Donc ça avait fait vraiment le buzz à l'époque. Sauf que, en Turquie, comme partout, il y a une polémique. On a dit, bon, c'est un trucage avec des maquettes. On a dit aussi, c'est le gars de bonne foi, mais il a filmé un bateau. Et récemment, en Turquie, les gens, un groupe de rationalistes a décidé d'étudier ces vidéos. Ils ont pris un logiciel et ils l'ont amélioré la vidéo. Tout simplement parce que le gars qui a filmé avec sa caméra tremblait quand même un peu. Parce qu'en fait, il avait un très fort taux de zoom. Quand il ne s'était pas zoomé, on voyait juste quelques points. Et c'est en zoomant qu'il a eu ça. Et donc, avec un fort taux de zoom, la main provoque des tremblements. Et donc, c'était assez difficile à suivre. Donc, avec leur logiciel, ils ont réussi. Allô? Micro. J'ai peut-être envie. Attendez, je vais voir. Augmenter un petit peu dans la salle technique. Avec ce logiciel, ils ont
enfin, je ne dirais pas qu'ils ont été embêtés, mais en fait, ils ont confirmé le témoignage. Mais je vais vous mettre la page suivante, on voit mieux. Voilà ce qu'ils ont obtenu. Donc vous voyez, dans ce qu'on pourrait penser être donc ici au milieu, là, l'habitacle, ils ont réussi à voir ça. Et on dirait vraiment des photos de petits grilles. Grosse tête, des yeux en amande sur le côté, enfin, surtout celui de droite. Donc bah voilà, c'est quand même très intéressant d'avoir. Ça ressemble à une confirmation de nombreux témoignages visuels. Vous savez sans doute, si vous ne savez pas, je vais vous l'apprendre, qu'on publie régulièrement OVNI Paris sur le site ovniparis.fr, qu'on appelle la Gazette de l'UFO. Et là récemment vient de sortir le numéro 76, qui est fait par Guy Cotte-Rock. Là il y a... Ah, et voilà. Voilà. C'est son nom breton là. Ah, on voit pas très bien. Guyonne Cotte-Rock. Parce que, si vous voulez, il est très fier de ses origines celtiques. Alors, en fait, les boules de l'Aveyron, c'est une série de témoignages vraiment étonnants sur des boules lumineuses qui se promènent dans la campagne aveyronnaise, et puis des sortes de synchronicité avec d'autres phénomènes, comme l'arrivée de boules en calcaire, enfin au pied de ce témoin. Alors, ça, en fait, c'est 80 pages, hein, à peu près, ce numéro spécial. C'est quasiment un roman, c'est une tranche de vie. En fait, Guy a voulu prendre les devants sur des nouvelles enquêtes qui vont être faites par le MUFON dans la région. Il a dit, nous on a enquêté pendant des dizaines d'années, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas connu. Il a voulu prendre les devants, voilà. Donc prendre, comment dire, bien marqué, rendre hommage à tout ce qui a été fait avant l'arrivée des nouveaux venus. Oui. Juste, je veux dire, c'est super, c'est une vraie monographie, c'est vraiment super, sauf qu'il manque quelque chose d'essentiel, c'est une enquête faite par des enquêteurs de LDLN qui a été publiée en 1976 dans la revue de l'Advers. Ouais, mais c'est personnel. Ouais, c'est mais vraiment une vie il y a des aussi. choses qui ne sont pas que personnelles. C'est une vie d'ufologue. C'est intéressant de savoir qu'il y a ce document supplémentaire qui est peu connu parce qu'il a été très mal diffusé. D'accord, monsieur Gilles. Que je dirais d'autre pour en terminer avec ça, mais c'est bien écrit. Enfin, il y a quelques maladresses, mais généralement c'est bien écrit par quelqu'un qui aime la littérature, qui sait bien écrire. Et ça peut être aussi intéressant pour les gens très jeunes, parce que ça donne des témoignages sur... c'est quelqu'un qui a connu la guerre d'Algérie, qui est plus très jeune. Je ne dirais pas que c'est son testament, mais c'est quand même quelque chose un peu comme ça. Là, vous voyez, donc là, il y a une émission récemment qui est déjà disponible sur VTLV, sur les abductions, les abductés. Alors, donc avec Pascal Fechner, là, Jean-Marie Labourville, c'est un nouveau du MUFON, c'est un psychologue, un spécialiste de l'hypnose, un gars qui s'est formé lui-même et qui a un diplôme, je crois, spécialiste de l'hypnose, et qui va travailler avec le MUFON sur ces affaires d'abduction. Un petit peu en parallèle de ce que fait le CIRO. Et Galacteros, vous connaissez, il a été bombardé par Bob, spécialiste de l'abduction. C'est très gentil, Bob, mais je pense que c'est de l'optimisme journalistique. Mais néanmoins, oui, bon, j'ai pu quand même assurer ce débat, ma part de ce débat. Voilà, donc il y a eu ça. Et puis le lendemain, toujours avec la même chemise, Patrice Galacteros est interviewé par Olivier de Sénona. Donc là, on parle de moi. Je ne suis pas tellement intéressant en tant qu'ufologue, puisque je n'ai jamais fait de recherche. Je suis connu pour organiser les conférences d'OVNI Paris. Par contre, je raconte quelque chose qui peut intéresser les gens, comment dire, ma prémonition du 11 septembre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'avais jamais eu avant et j'ai jamais eu après de phénomène ésotérique ou paranormal ou quoi que ce soit. Mais là, pour le 11 septembre, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur l'Ufo Conscience et voir quand ça sortira, voir la conférence. Et je parle aussi de ma seule observation, je dirais pas d'OVNI, mais de PAN, en plein jour, en 2016, depuis mon bureau. Je m'occupais déjà d'OVNI Paris, déjà à l'époque. Et là, j'ai vu quelque chose. Bon, voilà.
Donc, sinon, bah, j'ai des anecdotes, je raconte ce qui s'est passé au Paris, comment je suis venu à ça. Mais ça peut être intéressant. Alors, on passe à l'astronomie. Donc, je vais être assez rapide. J'ai bien aimé cette photo, c'est pour ça que j'ai publié ça. Il y a une nouvelle sonde qui s'appelle Keops, de l'ESA, des Européens, qui va permettre d'améliorer la connaissance des planètes. Vous savez, plein de planètes ont été détectées indirectement en général, ou quand elles passent devant leur étoile, avec le système Kepler. Oui, ce sont les exoplanètes. Et avec ce système qui ressemble à un appareil photo et qui d'une certaine façon est un appareil photo, eh bien on va pouvoir avoir des détails sur l'atmosphère. Vous savez, quand une planète passe devant son étoile, l'atmosphère va en quelque sorte brouiller le signal lumineux de l'étoile, et grâce à ça on va pouvoir l'analyser, enfin une analyse au moins partielle. Et le but, bien sûr, enfin l'espoir plus exactement, c'est de tomber sur une planète qui ressemble à la Terre, avec une atmosphère semblable. C'est ce qui motive beaucoup les astronomes. Mais pas que ça, ils font aussi des études générales. Sur l'astronomie, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se font sur le Soleil. Vient de démarrer un nouveau télescope à Hawaï, qui s'appelle, ce télescope porte le nom de Daniel Inouye. C'est un sénateur américain des îles Hawaï, qui en a donné son nom au télescope. Il s'est beaucoup battu pour l'astronomie, il s'est aussi pas mal battu pour l'ufologie, avec le sénateur Harry Reid. C'est lui qui est à l'origine des fameux 29 millions de dollars qui ont été donnés à la RATP pour analyser le phénomène, un peu en marge du système officiel. Une autre, alors, je saute cette photo. Ça, ce que vous voyez, c'est la surface du Soleil. Vous voyez tous ces grains là qu'on appelle des granules. Ils font 1000 km de diamètre à peu près. D'ailleurs, ici, sur la droite, en noir et blanc, vous avez l'Europe, là, vous voyez, donc, pour donner l'échelle. Ces granules, la partie lumineuse, ici, là, c'est les gaz brûlants qui remontent de l'intérieur du Soleil. Et les parties sombres qu'il y a tout autour de ces granules, c'est les gaz refroidis, donc moins lumineux, qui redescendent vers l'intérieur. C'est des cellules de convection, en fait. Et ce qu'on voit là, c'est la photosphère, c'est la surface du Soleil, telle qu'on la voit dans ses longueurs d'onde. Et voilà, on essaye à partir de là de comprendre comment marche notre étoile. Il y a plein de choses qui sont pas encore bien connues, il y a des théories qui ne sont pas prouvées. Voilà, c'est le but de cette sonde. Il y en a deux autres. Ça, c'est pas une sonde, autant pour moi, c'est un télescope. Je l'ai bien dit au début, mais j'ai un petit peu entraîné par la suite. Alors, il y a deux sondes. Une américaine qui a déjà été lancée en août 2018. Celle-là, elle fait des va-et-vient entre Mercure et le Soleil. Elle se rapproche de plus en plus du Soleil. Elle va se rapprocher très très près, quelques millions de kilomètres. Elle est blindée pour résister à la chaleur quand elle s'approche. Son but, c'est d'étudier la couronne solaire, de rentrer dans la couronne solaire et de comprendre comment cette couronne fonctionne. Parce que vous avez sans doute... Enfin, un des mystères du Soleil, c'est que la couronne qui enveloppe le Soleil est à 1 million de degrés, alors que la surface du Soleil est à 5600 degrés. Donc, comment ça peut se faire? Comment quelque chose qui rayonne à 5600 degrés peut chauffer une atmosphère très ténue à 1 million de degrés? Alors, il y a des idées, des histoires de champs magnétiques, de reconnexion. Toutes ces théories, c'est des théories. Il faut envoyer des sondes sur place pour détecter ça. Et puis il y a une autre sonde qui va être lancée normalement le 10 février, donc dans quelques jours, une sonde européenne, Solar Orbiter, qui va aussi faire des choses équivalentes pour le Soleil. Allez, on avance. Astronautique. Alors un petit bilan sur le monde. Les USA continuent à mener le train, c'est vraiment le pays dominant en astronautique. J'ai mis les points d'interrogation à la fin sur cette déclaration parce que il y a quand même des problèmes, comme partout, mais des problèmes politiques notamment, qui risquent de poser des gros problèmes. L'Europe, je fais un petit bilan de tous les pays, de toutes les régions du monde. L'Europe, elle est à la remorque des autres nations, elle se contente pratiquement de mettre un instrument par-ci, un instrument par-là, dans une sonde chinoise, dans une sonde américaine, dans une autre. Il y a quelques sondes, madame fait grimace, mais elle a raison, il y a quelques sondes européennes, mais par rapport à l'étendue de notre territoire, le nombre d'habitants, la richesse, on fait vraiment franchement rien. Moi, c'est mon sentiment. Nous sommes à la remorque des autres nations, on se fait dépasser par tout le monde. Je fais du chauvinisme européen. Le Japon, lui, continue son petit bonhomme de chemin. Il a fait quelque chose d'extraordinaire avec Ryugu.
Il va ramener des échantillons d'un astéroïde sur Terre pour être analysé. C'est pas vraiment la première fois, mais là, vraiment, c'est du sérieux. La Chine progresse assez vite, l'Inde aussi. L'Asie, vraiment, dans tous les domaines, progresse. L'Inde, en 2022, devrait lancer un homme dans l'espace, dans une petite capsule de leur fabrication. Là aussi, elle ne fait rien parce que c'est pas qu'elle a manque d'idées et d'ingénieurs, mais elle n'a pas d'argent, en tout cas pour ça. Et il y a d'autres petites nations qui n'ont pas d'argent mais qui font des choses. Il y a la Corée, il y a l'Iran. Bon, l'Iran, on pense que c'est surtout militaire, mais n'empêche qu'ils lancent des satellites. La Nouvelle-Zélande, un petit pays de 4 millions d'habitants, qui a maintenant une petite industrie spatiale qui lance des satellites pour gagner de l'argent, qui en gagne. Bon, en fait, ils coopèrent quand même avec la Californie. En gros, c'est quand même eux qui ont lancé le programme. Et même la Turquie, qui est encore considérée à 100% comme une nation industrielle, elle va créer une sorte de petite NASA et elle va se lancer dans les élites spatiales. Alors, je vais parler que des États-Unis maintenant. Un peu le passé. Récemment, vous savez qu'il y a... je vous rappelle qu'il y a 2 sondes Voyager qui avaient été envoyées dans les années 70 pour explorer les planètes géantes. Saturne, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et puis ces sondes ont continué sur leur trajectoire. Il y en a une qui, donc Voyager 1, qui se trouve à plus de 22 milliards de kilomètres, une autre un peu moins loin. Et on continue à travailler, à les utiliser pour sonder le milieu qu'on peut appeler maintenant interstellaire, puisque ces sondes sont sorties de l'influence du Soleil. Enfin, c'est ce que l'on croit, et il semblerait. Alors la sonde Voyager 2 s'est rappelée un peu à notre attention parce qu'elle est tombée en panne et les ingénieurs ont réussi à la redémarrer. Il faut voir quand même elle est tellement loin maintenant qu'il faut plus de 16 heures pour envoyer un signal, encore 16 heures, plus de 16 heures pour le recevoir. Donc le dialogue, merci monsieur Thierry de m'aider, le dialogue est difficile et néanmoins ça fonctionne et on continue à recevoir de l'information de ces sondes. Ça c'est le passé qui est revenu. À l'heure actuelle, ce qui fait beaucoup parler de lui, c'est la société SpaceX. Alors, ils ont plusieurs programmes en Altimar qui développent. Ils ont un programme d'une capsule qui va emporter des passagers. Et là, récemment, ils ont fait ce qu'ils appellent un abort test, c'est-à-dire un test avec échec et un lancement. La fusée s'est arrêtée dans les pires conditions. Et on s'est mis dans les conditions de sauver l'équipage. Bon, il n'y avait personne à bord, il y avait des mannequins. Et donc là, ici, à droite, c'est un dessin. Ils disent la fusée va bientôt exploser. C'est le cas d'ailleurs, je n'ai pas voulu trop charger, mais la fusée va exploser. Et la capsule, avec ses petits moteurs auxiliaires sur le côté, moteur Super Draco, va quitter la zone dangereuse. Et ça, c'est une vraie photo par contre. C'est assez exceptionnel de prendre des photos comme ça. Donc ça a été un succès complet. La capsule s'est sauvée. Elle a quitté la partie de service, là. Elle a laissé tomber. Elle a ouvert des parachutes. Elle est tombée tranquillement dans l'eau. Elle a été récupérée. Donc apparemment, maintenant, plus rien n'empêche la société d'envoyer des hommes dans la station spatiale grâce à son système. C'est un très grand succès. Ils sont peut-être passés devant Boeing en plus, donc ce qui est pas mal. Boeing a un système équivalent. Alors c'est quelque chose qui est plus polémique, mais qui est très important pour SpaceX, c'est le projet Starlink. Alors, ici, Starlink, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un... Ah, zut. Voilà. Vous voyez ici, ça c'est ce maillage, ça veut représenter un réseau de télécommunications. Au nœud de chaque maille, il y aurait un satellite. Ces satellites vont communiquer entre eux par laser et vont communiquer au sol par radio. Ils vont pouvoir recevoir de l'information du sol et pourront aussi en envoyer vers le sol. Donc ce système va permettre à n'importe quel point de la Terre, enfin presque n'importe quel point de la Terre, que ce soit un avion dans les airs au milieu du Pacifique, que ce soit un bateau, que ce soit un point perdu au milieu de l'Amazonie ou du désert du Sahara, de communiquer à grande vitesse. Il y a énormément d'argent à se faire pour des raisons liées à la finance. C'est un système qui va permettre d'échanger des données de bourse à toute vitesse, plus vite que les autres. Donc Elon Musk le patron de SpaceX devrait gagner beaucoup d'argent. Et c'est important de point de vue stratégique parce qu'à l'heure actuelle, il dépend
des subventions de la NASA. Une fois qu'il aura mis au point ce système-là, il pourra s'autofinancer. C'est vrai que ce gars a des projets absolument fantastiques. Il veut aller sur Mars, il veut coloniser Mars, et tout ça, ça demande quand même pas mal d'argent. Donc bah, là, s'il a réussi ça, il va avoir cet argent. Oh, j'étais un peu vite, enfin bon. Ici, là, à gauche, c'est les satellites dans la demi-coiffe. Ils sont empilés, il y a 60 satellites empilés. Là, la fusée est en orbite, le deuxième étage est arrivé en orbite terrestre. Ils sont en train de se détacher, le lanceur. Là, ils se sont détachés, ils sont à la queue leu-leu, ce qui fait la fureur de certains astronomes qui ne sont pas contents de ce spectacle. Mais il faut dire que ce spectacle s'améliore quand les satellites montent à haute altitude. Là, ils sont à très basse altitude. Chaque satellite a un moteur qui va lui permettre de se placer là où il faut. Et quand il ne servira plus à rien, il sera HS, ben, il pourra redescendre dans l'atmosphère et être éliminé. Voilà. Alors, dernier point, ils sont en train de construire une fusée géante qu'ils appellent le Starship. Et puis le Starship, un premier étage de Starship Heavy, et puis un deuxième étage, le Starship. Le point important, c'est que ça va être complètement réutilisable, le premier étage et le deuxième étage. Deuxième point, c'est que c'est une fusée géante qui va pouvoir mettre 150 tonnes en orbite basse. C'est plus que la fameuse fusée Saturn du programme Apollo. C'est plus ou, enfin, suivant les modèles, plus ou moins que le SLS de la NASA, NASA construit à l'heure actuelle. Complètement recyclable, construit peut-être à la chaîne, parce qu'ils ont des plans de construire pas qu'un seul, mais peut-être des dizaines et des centaines. Construit en plus, alors là c'est complètement dingue, en inox, le même inox qui vous sert pour la cuvette de la cuve de la machine à laver, bah, c'est ce qu'ils vont utiliser pour faire leur fusée. C'est tout à fait nouveau parce que jusqu'ici on utilisait des fibres de carbone, enfin de la haute technologie. Et là ils se sont aperçus que c'était peut-être plus intelligent d'utiliser beaucoup. Alors, ils ont construit un centre, l'action en ce moment se passe au sud du Texas, et quand je dis au sud du Texas, c'est vraiment tout à fait au sud. Vous avez le Mexique là, vous avez le Texas, et là tout à fait au sud ici, là c'est agrandi. Dans les marécages, là, la zone qui s'appelle Boca Chica, donc Boca Chica, ça fait référence à l'embouchure du fleuve Rio Grande qui sépare le Mexique du Texas. Et donc par là, ils sont installés. Montrer ce que ça donne. Donc là, c'est le chantier spatial, on va dire. Vous voyez, c'est très rustique. Ça, c'est pareil, il n'y a aucune société dans le monde d'astronautique qui fait ça. Eux, ils travaillent à l'air libre. Et c'est vrai, ils travaillent avec de la ferraille. Donc le mode de montage, c'est la soudure. Donc c'est moins exigeant que la haute technologie. Et puis le lancement, au moins pour les tests, parce qu'ils en ont un autre en Floride, le vrai, je dirais. Et pour les tests, voyez, au milieu des marécages. Voilà. Et là au milieu, juste ici, là, il y a un petit engin qui a déjà volé, qui est avec succès, qui s'appelle le Star Hopper. Donc suite. Vous voyez, ça, c'est pas un bâtiment, c'est une tente, hein, en fait. Donc il s'abrite juste du sable et de la pluie. Et à côté, là, sur le... Pareil, ah zut, le petit rose se calme. Là, c'est un modèle. Ils font sans arrêt des tests, sans arrêt ils construisent des nouveaux modèles, sans arrêt ils font des essais, et puis ils n'hésitent pas à les détruire. Donc je vais vous montrer le dernier slide sur l'astronautique. Donc vous voyez là, ici, ils sont en train d'assembler entre le bas et le haut un réservoir d'oxygène liquide. Vous voyez, tout ça, c'est fait en inox. Vous voyez les plaques d'inox là qui sont soudées. Là, vous voyez, ils testent avec de l'azote liquide dans ce cas-là. Ils remplissent l'azote liquide pour avoir la température, la même température que l'oxygène liquide. Et puis, ils font monter la pression jusqu'à ce que ça explose. Et puis ils mesurent la résistance de leur matériel. Donc là, c'est pas vraiment la même explosion que celui-là, mais bon, ça donne une idée un petit peu. Et ils font ça sans se cacher, au vu de tout le monde. Il y a même une véritable industrie qui s'est montée aux États-Unis avec des gens qui ont monté des web télé qui parlent que de ça en continu. Vous pouvez suivre l'action quasiment par heure si ça vous dit. Voilà, on en a fini. Ah si, quand même, important. Ça c'est le futur. Aux États-Unis, hein, pas là, ailleurs dans le monde. Alors je dis un billet d'humeur, ouais, parce que c'est vrai qu'en tant que Français, et en tant que n'ayant pas de, comment dire, n'ayant
pas de relation directe avec la NASA ou qui que ce soit, je peux me permettre de dire ce que je pense que ne peuvent pas dire les Américains qui, s'ils veulent vraiment avoir de l'information et faire et publier des articles dans les journaux, ils sont obligés d'être bien avec les officiels et toutes les compagnies. Donc il y a plus, mais que néanmoins dans les blogs américains, ce que je dis là ressort. Moi je ne l'ai pas inventé, en fait, je l'ai trouvé dans des blogs américains. Il y a des représentants américains donc dans ce qu'ils appellent House en Amérique, c'est-à-dire en fait la Chambre des représentants, la Chambre basse. Ils veulent passer le nouveau programme qui va faire très mal au programme américain. Parce qu'à l'heure actuelle, aux États-Unis, c'est pas comme en France. En France, on peut avoir un programme qui s'étale sur plusieurs années, où vous avez un budget et ensuite vous en êtes relativement maître. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Tout peut se renégocier chaque année, et très finement. Dans n'importe quel centre, on peut dire là, vous dépensez trop d'argent, ou là, vous n'en dépensez pas assez. Et puis on peut même donner les sénateurs ou les représentants peuvent dire non, cette méthode-là, j'en veux pas, il faut prendre telle méthode. Ils peuvent diriger, même qu'ils ne connaissent rien, ils peuvent diriger techniquement les travaux. Mais bien sûr, pour des raisons politiques, économiques, qui ne sont pas toujours évidentes. Alors, le retour dans la Lune, Trump l'avait rapproché, il avait dit non, ça ne sera pas en 2028, ça sera en 2024, mais là, ils veulent le remettre en 2028. La NASA voulait construire, et avec l'ESA d'ailleurs, avec l'Europe, et d'autres personnes, voulaient construire une base lunaire, voulaient développer une industrie lunaire de fabrication de carburant. Allez, c'est fini, c'est même pas fini, c'est interdit si cette loi-là passe. Plus de participation du secteur commercial, c'est-à-dire que seul le matériel de la NASA aura le droit d'être utilisé. Et ce monopole de la NASA, en fait, c'est le monopole de Boeing, parce que derrière, la NASA utilise des fusées capsules faites par Boeing. Et puis, ce qu'on appelle la Gateway, bon, je fais un peu vite, c'est en fait une station spatiale qui était prévue en orbite de la Lune. Et on va la déplacer, et puis on va considérer que c'est maintenant une Gateway martienne, parce que la Lune, on va juste y mettre implanter un drapeau comme dans les années 60, 70, et puis c'est tout. Le but maintenant, c'est Mars de nouveau. Et mais sauf qu'il n'y a pas de budget pour faire ça. Donc moi je dis que c'est une vraie gabegie, évidemment, je ne suis pas le seul, mais c'est pas nouveau, le programme américain fait sans arrêt des allers-retours dans tous les sens, et c'est vraiment parce qu'ils sont très riches qu'ils arrivent quand même à avancer avec eux. Bon, derrière ça, il y a plein d'intérêts économiques, il y a des intérêts aussi scientifiques, parce que les scientifiques américains, toute cette partie programme humain et développement technique et exploration de la Lune, enfin exploration humaine de la Lune, ça ne les intéresse pas. Pour eux, c'est des concurrents qui risquent de leur prendre leur argent à eux. Mais franchement, je me permets de dire que c'est vraiment incroyable. Je me demande si c'est pas du sabotage carrément, parce que c'est incroyable. Vous savez, dans le monde entier, c'est un peu pareil. En Europe, on a eu des affaires identiques avec la navette Hermès. Mais bon. Voilà. Une annonce le mois prochain. Notre ami Pascal Fechner du MUFON France, qui est directeur national du MUFON France, va venir chez nous à Paris pour nous faire une conférence dont le titre c'est le projet Blue Book. Alors, vous savez que récemment, il y a une série télé qui est sortie sur le projet Blue Book. Je crois qu'elle s'appelle Blue Book, le titre de la vidéo, de la série. Et Pascal veut rétablir la vérité, parce que bien sûr, la série s'en éloigne, et puis il va en profiter pour nous parler de ce que c'est que, selon lui, une enquête, et ce qu'il veut faire, et ce qu'il fait, et ce qu'il veut faire en France. Voilà. Et maintenant, on va bientôt passer la parole à Gildas, qui va nous parler d'hypothèse extraterrestre, toujours en débat. C'est un titre qui a quelquefois été mal compris. Ça ne veut pas dire que cette hypothèse n'est pas acceptée déjà par de nombreuses personnes. C'est le cas, elle est acceptée, même si de nombreuses personnes se disent que ce n'est pas suffisant, ou il faut compléter. Mais voilà. Donc je voulais dire ça. Je voulais dire que Gildas est un ancien élève de l'HEC, qui a été cadre de l'édition, qui c'est un peintre, qui nous a commis plein de bouquins ufologiques. Il y en a peut-être en vente là-bas. Il y en a en vente. Il y en a, je crois que j'ai mis l'essentiel. Oui, des rééditions. Oui, oui. Il fait des traductions aussi, d'ouvrages américains. Oui. Et puis il a écrit dans d'autres domaines. Et ça prend une autre conférence. Gildas, je te laisse la parole. Je te remercie beaucoup d'être venu. Je sais que